Imagine que tu te couches pour dormir. Une chambre tout à fait ordinaire. Londres victorien, 1858. Sur les murs, un papier peint à la mode, d'un vert émeraude profond. Magnifique. Avec des motifs floraux. Les voisins en sont jaloux. Et le matin, tu te réveilles nauséeux, la tête douloureuse, du sang sur l'oreiller. Une semaine plus tard, ton enfant le plus jeune meurt. Les médecins lèvent les bras au ciel. Le choléra? La dysenterie? Une constitution fragile? Non. Ce sont tes propres murs qui te tuent lentement. C'est ainsi que meurent des centaines de milliers de personnes à travers toute l'Europe, pendant un siècle entier. Et le coupable se cache dans la plus belle couleur de l'époque, le vert. Aujourd'hui, je vais te parler de l'élément numéro 33, d'une substance qu'on appelait la poudre des héritiers, du roi des poisons, qui a travaillé pendant des siècles plus discrètement que n'importe quel tueur à gages. Et qui se trouve peut-être en ce moment même dans ton assiette de riz. Fais connaissance, l'arsenic. Cette histoire parle d'une substance qui a emporté plus de vies que n'importe quel autre poison dans toute l'histoire de l'humanité. D'une chimie qui se cache dans les papiers peints, dans les jouets pour enfants, dans les bonbons verts et dans les robes de bal. De la façon dont une découverte en 1836 a changé la médecine légale pour toujours. Et de la manière dont le poison le plus redoutable de la planète soigne aujourd'hui le cancer. Regarde jusqu'à la fin. En conclusion, je te parlerai du plus grand empoisonnement de masse de l'histoire. Il n'a pas eu lieu au Moyen Âge. Il s'est produit littéralement sous nos yeux, et personne ne l'a arrêté. Pour commencer, voyons ce qu'est vraiment l'arsenic. Pas la poudre des romans d'Agatha Christie, pas ce dont on empoisonne les grands-mères pour hériter, mais un véritable élément chimique. Il a sa place dans le tableau de Mendeleïev. Son propre caractère. Ouvre le tableau périodique. Trouve la case numéro 33. Le voilà, gris, de type métallique, avec une masse atomique d'environ 75. Par nature, c'est un métalloïde, c'est-à-dire ni chair ni poisson. Il ressemble à un métal, mais se comporte comme un non-métal. Un véritable caméléon chimique. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont ses voisins. Juste au-dessus de l'arsenic dans le tableau se trouve le phosphore. Retiens bien ce mot, le phosphore. Parce que c'est précisément à cause de ce voisinage que l'arsenic est devenu mortel. En chimie, il existe une règle simple. Plus les éléments sont proches l'un de l'autre dans le tableau, plus ils ont de points communs. L'arsenic et le phosphore ont une structure électronique similaire, des capacités semblables à former des liaisons, une taille atomique comparable, tellement similaire que notre organisme se trompe et prend l'arsenic pour du phosphore. Or, le phosphore, soit dit en passant, n'est pas un élément exotique. Il est dans ton ADN, dans l'ATP, la principale molécule énergétique de la cellule, dans tes os, dans l'émail de tes dents. En ce moment même, quand tu serres le poing pour te gratter le nez ou faire défiler ta souris, ce sont des liaisons phosphorées qui travaillent. Quand ton cerveau traite ma phrase, des liaisons phosphorées. Quand ton cœur bat à nouveau, encore elles. Remplace-les par de l'arsenic, et la cellule cesse de fonctionner. Silencieusement, sans bruit, sans douleur. Elle s'éteint simplement, comme une ampoule grillée. C'est tout le secret du roi des poisons. Il ne te détruit pas à coups de masse. Il remplace tes propres molécules, de l'intérieur. Et là, il y a une chose qui brise généralement les certitudes. Quand tu entends le mot arsenic, une image surgit dans ta tête. Une poudre blanche dans un petit flacon en verre avec une tête de mort. C'est ça? Eh bien, ce n'est qu'une des formes. Simplement la plus célèbre. L'arsenic pur existe sous différentes formes. Le gris, le plus stable, ce métalloïde typique avec son éclat caractéristique. Le jaune, mou, cireux, instable. Le noir, amorphe, ressemblant à un morceau de charbon. L'arsenic existe aussi dans la nature sous forme de minéraux d'une beauté remarquable. Le réalgar, écarlate, comme une goutte de sang figée. L'or-piment, jaune doré, que les Chinois de l'Antiquité appelaient la pierre royale jaune, et qu'ils réduisaient en poudre pour faire des peintures. L'arsénopyrite, gris acier, scintillant comme le givre sur du métal. Si tu voyais ces pierres dans une vitrine de musée, tu penserais « quelle beauté !» Et tu n'aurais pas tort. Sauf que cette beauté est empoisonnée. Il y a aussi l'oxyde d'arsenic 3, le fameux arsenic blanc, formule As2O3. Si tu le poses à côté de sucre glace, tu ne verras pas la différence. Inodore, insipide, soluble dans l'eau. Le rêve du criminel. Le cauchemar du médecin légiste.
C'est cette poudre blanche qui est entrée dans l'histoire sous le nom de poudre des héritiers. Pour comprendre pourquoi l'arsenic est devenu le poison principal de l'humanité, transporte-toi au Moyen Âge. En Italie, au XVe siècle. Dans les rues de Rome, où se tramaient les intrigues. À Venise, où le Conseil des 10 savait discrètement écarter ses ennemis. À cette époque, la médecine en était à peu près au niveau de appliquer un crapaud sur la partie douloureuse. Les pharmacies vendaient ce qu'on classerait aujourd'hui dans la catégorie produits ménagers et mort au rat, le tout en un. Acheter de l'arsenic était plus simple qu'acheter aujourd'hui un paquet de sel. Aucun document, aucune signature dans un registre. Tu t'approchais du comptoir, tu tendais une pièce, tu repartais avec un sachet dans ta poche. Dans certaines villes d'Italie, l'apothicaire pouvait même te conseiller la bonne dose, soi-disant pour les rats. C'est là que commence la page la plus sombre de l'histoire de l'élément numéro 33. Il existe une légende autour de la Cantarella. C'est supposément la poudre dont la famille Borgia se servait pour se débarrasser de ses ennemis. Le pape Alexandre VI et ses enfants, César et Lucrèce, avaient transformé le dîner mondain en l'activité sociale la plus dangereuse de l'époque. Selon la rumeur, la recette de la Cantarella était gardée dans le plus grand secret et ne se transmettait qu'au sein de la famille. Les historiens débattent encore de sa composition exacte, mais l'arsenic en faisait presque certainement partie. Je souligne bien, selon la légende. Les preuves documentaires sont rares. Une grande partie de l'histoire des Borgia est un mélange de vérité et de rumeurs que les ennemis de la famille se sont empressés d'amplifier. Mais le fait que dans l'Italie de l'époque, l'expression dîner à l'italienne donnait la chair de poule, ça, c'est un fait historique. À Venise, par exemple, sous le Conseil des Dix, il existait une fonction officielle, empoisonneur d'État. Cela ressemble à un scénario de série télévisée, mais c'est une pratique documentée. Les archives conservent des commandes visant à éliminer des souverains de cités voisines jugés indésirables. Les prix, les délais, les noms. La bureaucratie vénitienne consignait tout. Mais ce qui suit, c'est sans aucune légende, rien que des documents. XVIIe siècle, Italie. Une femme du nom de Giulia Tofana entre en scène. Une modeste marchande de cosmétiques. Elle vend aux dames un produit pour blanchir la peau, la manne de Saint-Nicolas. Petit flacon, prix correct. Sauf que ce n'est pas du cosmétique. C'est une solution d'oxyde d'arsenic, avec des traces de plomb et d'antimoine. Liquide transparent, sans goût, sans odeur. Quelques gouttes dans la tasse du matin, et 2 semaines plus tard, la maison accueille une nouvelle veuve, sans soupçon. Car les symptômes, vomissements, faiblesse, déshydratation, sont attribués par les médecins au choléra ou au miasme putride. Selon diverses estimations, l'Aqua Tofana a envoyé dans la tombe entre 600 et 1000 hommes à travers toute l'Italie. Les chiffres sont discutés, mais même en retenant l'estimation la plus basse, c'est 600 cadavres pour une seule marchande de cosmétiques. Le modèle économique de Tofana, si l'on peut s'exprimer ainsi, était presque génial. Elle ne vendait pas du poison directement, elle vendait un remède. Et dans le petit flacon, le poison se faisait passer pour un médicament contre les maladies féminines. Si un voisin ou un parent commençait à avoir des soupçons, la cliente montrait simplement le flacon. C'est pour moi, contre la migraine. Aucune accusation, aucune preuve. Quand l'Inquisition rattrapa finalement Tofana, elle avoua, dit-on, ses meurtres sous la torture. Procès, puis exécution. Et l'Aqua Tofana resta dans l'histoire comme le premier poison commercial véritablement de masse. Passons les Alpes. France. La cour de Louis XIV, année 1670. L'époque des perruques, des balles et des dentelles. Et, soudainement, des empoisonnements en série dans la plus haute aristocratie. Tout commence avec l'affaire de la marquise de Brinvilliers. La charmante Marie-Madeleine d'Aubray. Riche, mariée, qui s'ennuie. Elle entame une liaison avec un officier nommé Sainte-Croix qui, pour son malheur, se révèle être aussi un amateur d'alchimie. Ensemble, ils commencent à expérimenter. D'abord sur des vagabonds et des patients d'hôpitaux, où la marquise venait faire le bien en apportant des friandises aux pauvres. Puis sur son propre père. Ensuite, sur ses 2 frères. Le but est clair, l'héritage. Et voilà ce qu'il y a de plus effrayant. La marquise tenait un journal, avec la liste des victimes, les symptômes et les doses. Elle abordait les meurtres comme une expérience scientifique, calmement, méthodiquement. Elle notait froidement combien de jours après la friandise, tel mendiant était mort. Elle ajustait la composition, affinait la méthode. Sur le papier, tout ressemble à un cahier de laboratoire. Sauf que les cobayes sont des êtres humains. Tout fut découvert par hasard. Après la mort de l'amant,
on trouva dans sa chambre un coffret contenant des poudres et une lettre, avec la liste des victimes. Ce fameux journal. La marquise fut décapitée place de Grève, mais elle entraîna dans sa chute un tel réseau que le roi Louis créa un tribunal spécial, la Chambre ardente. Et là, il s'avéra que l'empoisonnement à la cour n'était pas un cas isolé, c'était une épidémie. La figure centrale de la seconde vague fut Catherine Monvoisin, la fameuse Lavoisin, devineresse, sage-femme et accessoirement principale fournisseuse de poison pour l'aristocratie parisienne. Des dizaines de grandes dames passèrent par son laboratoire. Parmi ses clientes, même la favorite du roi, Madame de Montespan. Le scandale fut tel que Louis fit personnellement mettre sous scellé une partie des documents. Pour ne pas déshonorer la cour, Lavoisin fut brûlée vive. Plusieurs dizaines de complices suivirent le même chemin. Sans l'intervention de Louis, nous lirions aujourd'hui les noms d'une bonne centaine de duchesses et de comtesses dans les manuels de médecine légale. Le roi préféra qu'elles restent les héroïnes de romans. Le portrait de l'époque en sortit galant, lumineux, poudré, pas empoisonné. Et une question légitime se pose. Pourquoi l'arsenic? Pourquoi est-ce lui qui est devenu l'arme favorite des empoisonneurs pendant 4 siècles? Réfléchis toi-même. Tu as le choix parmi des dizaines de substances toxiques. Les cyanures, les alcaloïdes d'origine végétale, le mercure, le plomb. Qu'est-ce qui pousse l'empoisonneur à choisir précisément la poudre blanche numéro 33? La réponse tient en 3 mots. Accessibilité, discrétion, impunité. L'arsenic se vendait librement dans toutes les pharmacies comme dératisant. Prix dérisoire, sans goût, sans odeur. Se dissout dans n'importe quel liquide. Et surtout, jusqu'au milieu du 19e siècle, personne sur la planète ne savait le détecter. Dans le corps d'un individu déjà mort. Personne. Tu comprends? Mettons qu'un mari soit décédé. Le meilleur médecin de Paris pratique l'autopsie. L'estomac semble légèrement irrité, comme dans un cas d'intoxication alimentaire. Aucune trace. Aucun indice. Conclusion, mort de cause naturelle. La veuve fait ses bagages et part à Nice, pour dépenser l'héritage. Voilà pourquoi on l'appelait la poudre des héritiers. Voilà pourquoi, pendant 4 siècles, l'aristocratie européenne s'est fauchée mutuellement comme de l'herbe. Et voilà pourquoi, je te le promets, dans quelques minutes, nous arriverons au moment qui a tout arrêté. Mais d'abord, le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'arsenic. Celui où personne ne voulait tuer personne, et où mouraient surtout des enfants. Tu sais, ce chapitre a un objet de musée très inconfortable. Si tu entres au Victoria and Albert Museum de Londres, dans la salle consacrée au design victorien, tu peux voir des fragments de papier peint du 19e siècle. Émeraude, turquoise, avec des motifs de feuilles et de fleurs. Ils reposent encore là, sous verre. Les conservateurs les manipulent avec des gants. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils sont toujours toxiques. 1775, Suède. Un apothicaire du nom de Carl Wilhelm Scheele, l'un des plus grands chimistes de son temps, qui avait aussi découvert l'oxygène, le chlore et le manganèse, mélange dans un flacon de l'arsénite de cuivre et obtient une verte incroyable. Jusqu'à ce moment, les colorants verts à la disposition de l'humanité étaient, disons que le choix n'était pas très vaste. Les pigments végétaux se décoloraient en quelques mois, les minéraux étaient ternes. Et là, un émeraude profond, saturé, presque lumineux, qui ne se décolore pas, qui ne s'atténue pas, qui coûte une misère. Les artistes devinrent fous. Scheele ne publia pas d'abord la composition, puis il finit par la publier, et ce fut le début d'une course effrénée. Le verre de Scheele, le verre de Paris, le verre de Schweinfurt. Ce sont tous des composés de cuivre et d'arsenic, différentes variantes du même assassin. Et là commence le plus terrible. Car pendant environ 70 ans, cette substance imprégna la vie quotidienne européenne. Pas dans des usines chimiques, pas dans des laboratoires, mais dans des maisons tout à fait ordinaires. Avec ce verre arsenical, on fabriquait des papiers peints, les plus à la mode, les plus beaux. Le verre, à l'époque victorienne, symbolisait la nature, le romantisme, la santé et la sérénité. Paradoxe, on l'utilisait aussi pour peindre les jouets d'enfants, les petits soldats en bois, les poupées, ces fameux chevaux à bascule qu'on voit dans toutes les illustrations des histoires du 19e siècle. On en faisait le pigment des robes de bal. Chaque femme à la mode rêvait d'une robe couleur émeraude. Quand les tissus gazeux saupoudrés de cristaux de pigments devinrent à la mode, les dames laissaient derrière elles un sillage de poussière arsenicale, directement dans l'air des salons de bal. Ce même verre servait à teindre les fleurs artificielles pour les chapeaux, les bougies, les étiquettes sur les bouteilles de vin,
les théières, les boîtes de bonbons. Et dans les cas les plus extrêmes, les bonbons eux-mêmes. Bradford, Angleterre, 28 octobre 1858. Un confiseur nommé William Hardaker, surnommé Humbug Billy, vend sur le marché des pastilles à la menthe. Il fabrique ses bonbons au meilleur prix. Pour cela, il ajoute un daft, une charge à base de craie et de plâtre. Ce jour-là, son fournisseur était absent pour maladie. Son assistant alla à la pharmacie et prit sur une étagère ce qu'il croyait être du plâtre. 12 livres de poudre blanche. On le mit dans la chaudière. On étala la pâte. On découpa les pastilles. On les vendit. Ce n'était pas du plâtre. C'était de l'oxyde d'arsenic 3. Ils avaient confondu les tonneaux. Chaque bonbon contenait environ assez de poison pour tuer 2 adultes. Le lendemain matin, les premiers malades commencèrent à affluer dans les hôpitaux de Bradford. Les médecins pensèrent d'abord au choléra. Dans toute l'Angleterre ces années-là, le choléra arrivait par vagues, et les médecins avaient l'habitude de voir des patients avec des vomissements, une déshydratation, des lèvres bleutées. La moitié des premiers patients mourut avant que quelqu'un pose la bonne question. Qu'avez-vous mangé aujourd'hui exactement? C'est alors que les pastilles à la menthe émergèrent, du marché, verts et blancs, dans les mêmes petits cornets en papier chez tout le monde. 21 morts, environ 200 survivants avec de graves séquelles. La majorité des victimes, des enfants. Ceux qui couraient avec un pénis serré dans le poing pour acheter des bonbons pas chers. Après cette tragédie, la Grande-Bretagne adopta enfin une première loi obligeant à étiqueter les poisons dans les pharmacies et à les vendre selon des règles particulières. Avant cela, remarque-le bien, il n'existait tout simplement aucune loi. On achetait de l'arsenic comme on achetait du sel. On signait parfois un registre, et encore, pas partout. Mais qui, me demandes-tu, teignait toutes ces robes vertes, tous ces petits faux brins de feuilles dans les chapeaux des dames? Ces mêmes roses fraîches que l'on épinglait en décembre au corsage, qui les fabriquait? Londres, 1861. Une jeune femme de 19 ans, du nom de Mathilda Scherer, travaille dans un atelier qui fabrique des fleurs artificielles pour les chapeaux féminins. Sa tâche, poudrer à la main les feuilles et les pétales de pigments verts pour qu'ils ressemblent à des vraies fleurs. Ce pigment, c'est le vert de Paris, de l'acétoarsénite de cuivre pur. Mathilda travaille 12 heures par jour, respire cette poussière, mange ses sandwichs dans la même pièce où elle travaille. Elle meurt dans d'atroces souffrances. Les journaux de Londres publient les détails. Des taches bleues sur la peau, le blanc des yeux devenus jaunes, des convulsions. Quand les proches viennent récupérer le corps, ils découvrent que ses ongles sont devenus verdâtres et que la poussière verte est restée dans les coins de ses yeux, sous ses paupières. La jeune femme était littéralement imprégnée du poison dont elle enduisait les fleurs en papier pour les élégantes de Londres. L'histoire de Mathilda fit la une de tous les journaux de Grande-Bretagne. Le tollé fut tel que l'opinion publique commença à réclamer l'interdiction des colorants arsénicaux. Mais l'industrie résista encore pendant des décennies. La couleur était trop belle, trop bon marché, trop d'argent était en jeu derrière ce verre. Et puisque l'on parle d'empoisonnement domestique, il est temps d'évoquer le plus célèbre présumé patient de l'arsenic dans l'histoire. Napoléon Bonaparte. 5 mai 1821. L'île Sainte-Hélène. Longwood House, la résidence où l'ancien empereur passe ses derniers jours. Longtemps, on a cru que Napoléon était mort d'un cancer de l'estomac. Mais dans les années 60 du siècle dernier, des chercheurs analysèrent des mèches de ses cheveux conservés et découvrirent une concentration d'arsenic des dizaines de fois supérieure à la normale. 2 hypothèses s'affrontèrent. La première, on empoisonnait Napoléon. La seconde, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le papier peint qui l'avait tué. Car le papier peint de son bureau à Sainte-Hélène était, tu l'as deviné, vert émeraude, avec du vert de Paris, et le climat de l'île, chaud, humide, idéal pour les moisissures. Les champignons s'installent sur le papier des murs et métabolisent l'arsenic. Ils le transforment en un composé volatile appelé triméthylarsine. C'est un gaz, avec une odeur caractéristique d'ail. L'ancien empereur respirait ce gaz pendant des années, chaque jour, assis à son bureau dans son cabinet de travail. Dans le journal de l'un de ses serviteurs, on trouve cette note. Dans le cabinet de l'empereur, règne une étrange odeur, comme d'ail pourri, surtout le soir. En 1820, personne ne savait ce que cela signifiait. Aujourd'hui, nous le savons. C'est l'odeur de la triméthylarsine, l'odeur d'un empoisonnement lent. Cette hypothèse n'est pas entièrement prouvée. Le débat continue. L'eau, les vins et les médicaments de l'époque, qui contenaient eux aussi de l'arsenic, ont probablement joué leur rôle. Mais le fait même que l'un des plus grands chefs de guerre d'Europe ait vraisemblablement été achevé par son propre papier peint
C'est, tu en conviendras, une fin très symbolique pour l'ère du verre arsenical. Faisons un point intermédiaire. Au milieu du 19e siècle, l'arsenic était devenu le principal assassin invisible de l'Europe. Pas seulement comme arme criminelle des empoisonneurs, mais comme fond sonore du quotidien. L'air de la chambre à coucher, la poussière sur une poupée, la peinture d'un bonbon. Des enfants mouraient dans des nurseries aux murs verts, des dames s'évanouissaient lors des bals. Les ouvriers des ateliers de peinture crachaient du sang. Et personne, tu comprends, personne, à part quelques enthousiastes isolés, ne comprenait ce qui se passait. Car les symptômes d'un empoisonnement chronique à l'arsenic ressemblent à une dizaine d'autres maladies de l'époque. À la phtisie, au choléra, à l'épuisement nerveux, à la faiblesse du sang. Il fallait un homme qui puisse dire « Voilà le coupable, voilà la preuve ». Cet homme se tenait déjà devant son brûleur, un tube à essai à la main. Rencontrons James Marsh, chimiste britannique, modeste employé à l'arsenal royal de Woolwich. Il travailla auprès de Michael Faraday lui-même. En 1832, Marsh fut invité comme expert dans un procès retentissant. L'accusé, John Bodle, était suspecté d'avoir empoisonné son propre grand-père. Il avait versé quelque chose dans son café. Le grand-père mourut. Les soupçons se portèrent sur un poison. Marsh effectua alors l'analyse standard de l'époque, une réaction avec du sulfure d'hydrogène, censé produire un précipité jaune en présence d'arsenic. La réaction donna un résultat positif. Il y avait de l'arsenic. Mais au moment où les preuves furent présentées au tribunal, le précipité s'était décomposé, avait perdu sa couleur. Les jurés regardèrent la masse trouble et levèrent les bras. Des preuves? Quelles preuves? Bodle fut acquitté. Quelques années plus tard, Bodle avoua. Oui, il avait empoisonné. Ce qui était fait était fait. Marsh était hors de lui. Et il consacra 4 ans à mettre au point une méthode que personne ne pourrait contester devant un tribunal. En 1836, il la publia. Le test de Marsh. Le principe est d'une simplicité géniale. On dissout n'importe quel tissu suspect, contenu de l'estomac, morceaux de foie, cheveux. On traite le mélange obtenu avec du zinc et de l'acide. Si l'échantillon contient de l'arsenic, il se combine avec l'hydrogène pour former un gaz. L'arsine. Formule ASH3. Ce gaz est ensuite fait passer dans un tube en verre chauffé. L'arsine se décompose. L'arsenic métallique pur se dépose sur la paroi intérieure du tube sous forme d'un miroir brillant, gris-noir. Ce miroir peut être montré au juré. Conservé comme pièce à conviction. Photographié. Il ne se décompose pas, ne se décolore pas, ne disparaît pas. Et surtout, la méthode détectait des quantités infimes de poison, jusqu'alors invisibles pour la science. Des centièmes de milligrammes, de simples microgrammes. Tu comprends? Ce que tu ne pourrais pas sentir du bout du doigt au fond d'une tasse de café. Si autrefois l'empoisonneur dormait sur ses 2 oreilles parce qu'après les funérailles, il ne restait aucune trace dans le corps, désormais les traces demeuraient, même des années plus tard, même après une exhumation, même dans des cheveux coupés en souvenir. Le test de Marsh devint instantanément le principal outil des médecins légistes d'Europe. On l'enseignait dans les facultés de médecine. Les journaux en parlaient. Les avocats de la défense maudissaient le modeste Britannique. Et les veuves qui, hier encore, se croyaient à l'abri de tout soupçon, engageaient désormais les meilleurs juristes. 1840, France. La retentissante affaire Marie Lafarge. Une jeune épouse accusée d'avoir empoisonné son mari, un industriel de province. L'affaire devient une sensation dans la presse française. L'expert judiciaire local effectua le test selon l'ancienne méthode. Résultat négatif. Les défenseurs de Marie exultent. Le procureur demande alors à faire venir de Paris le principal chimiste judiciaire du pays, Mathieu Orfila. Celui-là même qui donne des cours de toxicologie à la Sorbonne et rédige des manuels. Orfila arrive. Il applique le test de Marsh. Cette fois correctement, en respectant toutes les subtilités. Et trouve de l'arsenic. Dans le corps du défunt. Dans la poudre suspecte retrouvée dans l'armoire. Dans la tasse dont buvait le mourant. Marie Lafarge fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité. C'était la première condamnation judiciaire dans l'histoire de l'humanité, prononcée sur la base d'une analyse chimique. À partir de ce moment, l'empoisonnement comme phénomène de masse en Europe cessa pratiquement. Pas complètement, on continua encore longtemps à empoisonner. Mais l'âge d'or de la poudre des héritiers, c'était fini. La science avait gagné. Mais je t'avais promis de répondre à cette question.
Comment exactement l'arsenic tue-t-il? Que se passe-t-il au niveau moléculaire quand une pincée de poudre blanche pénètre dans le sang? Tu te souviens, au tout début, j'ai dit que l'arsenic était le proche parent du phosphore? Eh bien, c'est là que réside tout le secret. Dans chacune de tes cellules, en ce moment même, se déroulent des réactions impliquant des groupements phosphates. La plus importante d'entre elles, la production d'ATP. C'est la molécule dans laquelle la cellule stocke l'énergie. Sans ATP, tu ne cligneras pas des yeux, tu ne serreras pas le poing, tu ne formuleras pas une seule pensée. La production d'ATP est une longue chaîne de réactions. Et à l'une des étapes, le phosphore vient s'y insérer. Quand l'arsenic apparaît dans le sang, la cellule le saisit par erreur. Elle le prend pour du phosphore. Elle l'intègre dans la molécule. On obtient un arsénate à la place d'un phosphate. Le problème, c'est que la liaison arsenicale est instable. La molécule contenant l'arsénate se décompose avant le moment prévu. L'énergie n'est pas stockée. La cellule perd sa capacité à produire de l'ATP. Ce phénomène a même reçu en biochimie un nom propre, arsénolyse. Autrement dit, décomposition par l'arsenic. La glycolyse, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative, les trois piliers sur lesquels repose le métabolisme énergétique de la cellule vivante, s'effondrent l'un après l'autre. Pas d'un coup, progressivement. Comme si quelqu'un commençait à dévisser une à une les ampoules d'une longue guirlande lumineuse. Parallèlement, l'arsenic frappe sur un autre point vulnérable. Il bloque toute une catégorie d'enzymes, celle dont le site actif contient des atomes de soufre. Par exemple, la pyruvate déshydrogénase. Sans elle, la cellule ne peut plus brûler le glucose pour en tirer de l'énergie. Une analogie simple. Imagine une centrale électrique. À l'entrée, du carburant, à la sortie, de l'énergie pour toute la ville. L'arsenic jette dans cette centrale des pièces défectueuses qui ressemblent aux vraies, mais qui cèdent sous la charge. En même temps, son complice bloque les engrenages qui fonctionnaient. La centrale s'arrête. La ville, c'est ton corps, plonge dans l'obscurité. Les premières à mourir sont les cellules des organes qui ont le plus besoin d'énergie. L'intestin, le foie, les reins, le cœur, le système nerveux. Extérieurement, cela ressemble à une grave intoxication alimentaire évoluant vers une défaillance multiviscérale. Je t'épargne les détails des symptômes, c'est inutile pour toi comme pour moi. Je dirais seulement que la dose létale de l'arsenic blanc pour un adulte est d'environ 100 mg. C'est moins qu'une pincée de sel sur la pointe d'un couteau. Un petit tas, sans goût, sans odeur. De quoi en finir avec une personne. À ce propos, il existe un phénomène médical curieux, les lignes de Miss. Ce sont des stries blanches transversales sur les ongles qui apparaissent quelques semaines après un empoisonnement à l'arsenic, au thallium ou à certains autres métaux lourds. Elles poussent avec la plaque unguéale, et les médecins légistes peuvent, grâce à leur position, déterminer à quel moment précis la personne a reçu sa dose. 10 mm depuis la lunule. Cela signifie que l'empoisonnement remonte à environ 100 jours. Le corps inscrit lui-même la chronologie de sa mort sur ses propres ongles. Et c'est là que commence la partie la plus étonnante de toute cette histoire. Tu te souviens, je t'avais promis au tout début que l'un des poisons les plus terribles de la planète soigne aujourd'hui le cancer? Il est temps de tenir cette promesse. 1908, prix Nobel de physiologie et de médecine. Le lauréat, le médecin allemand Paul Ehrlich. Il reçoit ce prix pour ses travaux sur l'immunité, mais son projet le plus retentissant est encore à venir. En 1909, Ehrlich et son assistant Sachiro Hata créent un médicament portant le numéro 606. La 606e tentative de synthétiser le principe actif. Ce médicament fut appelé Salvarsan. Il était à base d'un composé organique de l'arsenic. Le Salvarsan devint le premier médicament de l'histoire à frapper précisément l'agent pathogène d'une maladie, sans mutiler le patient lui-même. Autrement dit, le premier véritable médicament chimiothérapeutique. La découverte de la pénicilline était encore à 20 ans de distance, et Ehrlich pouvait déjà soigner la syphilis. Il sauva des millions de vies. L'idée de la balle magique, qui vole droit sur la cellule malade, est née ici, de l'arsenic. Avançons jusqu'à notre époque. En 2000, la FDA américaine approuve l'utilisation du trioxyde d'arsenic. Oui, la fameuse poudre des héritiers, ce même AS2O3, pour traiter la leucémie aiguë promyélocitaire, une forme particulièrement sévère de cancer du sang. En combinaison avec un autre médicament, l'acide tout-trans-rétinoïque, l'arsenic guérit jusqu'à 90% des patients. Avant la découverte de ce protocole, la survie dans ce type de leucémie
était comparable à une sentence de mort. Paradoxe. Une substance qui a été pendant des siècles synonyme de mort sauve aujourd'hui des gens in extremis, à des concentrations strictement dosées, dans une perfusion stérile, sous la supervision de médecins oncologues. Et une précision importante tout de suite, pour éviter tout malentendu. Tout ce que je viens de raconter, c'est de l'histoire et de la biochimie, pas un conseil médical. Les médicaments à base d'arsenic relèvent d'une thérapie sérieuse. Seul un oncologue peut les prescrire. Uniquement à l'hôpital. Uniquement avec une surveillance des analyses de sang et du fonctionnement cardiaque, car les effets secondaires de ce type de chimiothérapie sont extrêmement lourds. Pas question d'essayer soi-même, pas de « ma grand-mère a entendu dire que l'arsenic soigne », pas de décoction et de recettes populaires à petite dose. La dose qui sépare le médicament du poison se mesure en milligrammes par kilogramme de poids corporel, et c'est strictement le médecin qui la calcule. La boucle est bouclée, le roi des poisons a changé de métier, mais il travaille uniquement sous contrat. Seulement, l'histoire de l'arsenic n'est pas terminée. Et voilà que je vais te parler du plus grand empoisonnement de masse de l'histoire de l'humanité. Celui que j'avais promis d'évoquer dès le début. Bangladesh, années 70 du siècle dernier. L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé lancent un vaste programme. Le pays est ravagé par une terrible épidémie de diarrhée, de dysenterie, de choléra. Des enfants meurent à cause de l'eau de surface contaminée. La solution? Forer des puits. Puiser une eau souterraine propre en profondeur. En 20 ans, au Bangladesh et dans les régions voisines de l'Inde, environ 10 millions de puits sont forés. Ce programme est salué comme l'un des projets humanitaires les plus réussis du siècle. Dans les années 90, on découvre que les eaux souterraines dans le delta du Gange et du Brahmapoutre sont naturellement contaminées à l'arsenic. Les composés d'arsenic sont lessivés des mêmes roches sédimentaires que dans des dizaines d'autres endroits sur la planète. La concentration dans l'eau est par endroits 50, 100 fois supérieure à la norme sûre de l'OMS. Or, cette norme n'est que de 10 microgrammes par litre. Des dizaines de millions de personnes ont bu cette eau pendant des années. Pas une semaine, pas un mois, des décennies. Le nombre exact de personnes exposées varie selon les estimations. Selon l'OMS, entre 35 et 77 millions de personnes se trouvaient en zone de risque. C'est, selon les estimations les plus prudentes, le plus grand empoisonnement de masse de l'histoire. Et le coupable n'est pas un malfaiteur, pas une entreprise, pas un dictateur. C'est la nature, multipliée par un programme humanitaire animé des meilleures intentions. Pour saisir l'ampleur du phénomène, imagine un village. Appelons-le Rajoy. Quelques centaines d'habitants. Chaque famille a un puits dans sa cour, une poignée bleue, un tuyau en béton. Depuis les années 80, tout le monde boit cette eau. Les enfants se rincent la bouche avec. Les femmes font cuire le riz dedans. Les hommes la mélangent à leur thé. 20 ans plus tard, presque tous les adultes de ce village ont des taches sombres caractéristiques sur les paumes et la plante des pieds. C'est ce qu'on appelle l'arsénicose cutanée. Premier stade de l'empoisonnement chronique. La suite, cancer de la peau, cancer de la vessie, atteinte des nerfs. Les enfants naissent avec un système immunitaire affaibli. Les médecins locaux ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient à la lèpre, à une nouvelle infection. C'est seulement au début des années 2000, quand sur demande des médecins locaux, l'eau des puits fut envoyée dans des laboratoires de la capitale, que le diagnostic devint évident. Le village de Rajoy est un archétype. Au Bangladesh et au Bengale occidental, il existe des milliers de villages comme celui-là. Et les conséquences de l'empoisonnement rattraperont toute une génération. Cancer de la peau, cancer de la vessie, diabète, maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, au Bangladesh, on construit des systèmes de filtration. On apprend aux habitants à identifier les puits dangereux. Chacun se voit attribuer un marqueur de couleur, rouge ou vert, selon la concentration d'arsenic. Mais c'est un travail qui s'étale sur des décennies. Et nous, dans tout ça, n'aie pas peur, pas besoin de vérifier le papier peint de ta cuisine. Le verre de Paris a disparu de l'usage dès le début du XXe siècle. Tu ne rencontreras plus de concentration domestique d'arsenic dans les appartements ordinaires. Mais l'arsenic est présent dans les aliments, en petite quantité, surtout dans le riz, parce que cette plante absorbe particulièrement efficacement l'arsenic du sol. Tout le riz, blanc, complet, basmati, jasmin, sauvage, simplement parce que le riz pousse dans des rizières inondées et que l'arsenic se dissout bien dans cette eau et pénètre dans les grains. Il y a particulièrement beaucoup d'arsenic dans le riz cultivé dans les États du sud des États-Unis et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Moins dans le basmati d'Inde et du Pakistan et dans le riz de Californie. Le plus chargé en arsenic,
Le riz complet, parce que l'arsenic se concentre dans l'enveloppe du grain qu'on ne retire pas pour le riz complet. Un conseil pratique simple que recommandent les diététiciens. Il vaut mieux bien rincer le riz avant la cuisson et le faire cuire dans un grand volume d'eau, comme des pâtes, puis jeter cette eau. Ainsi, les grains contiennent environ 2 fois moins d'arsenic. Pas de panique, pas question de se priver de riz. Juste une bonne habitude raisonnée. L'arsenic est présent aussi dans les fruits de mer, mais là, il se trouve principalement sous une forme organique inoffensive appelée arsénobétaïne, que notre organisme élimine presque entièrement sans conséquence. Les crevettes, la morue, les coquillages, pas de problème de ce côté-là. L'arsenic est aussi présent dans l'eau potable, selon les régions. Dans la plupart des villes européennes et russes, les concentrations sont dans les normes. Mais si tu as ton propre puits ou ta propre source, il vaut la peine de faire analyser l'eau tous les quelques années. Ce n'est pas une raison de paniquer. C'est une raison de savoir que le tableau de Mendeleïev n'est pas un recueil de symboles abstraits tirés d'un manuel scolaire. C'est une collection de gens, d'histoires, de villes, d'époques, de maladies et de remèdes. Chaque élément y a son caractère propre. Et le caractère de l'arsenic est peut-être le plus complexe de tous. Pendant 1000 ans, il a travaillé comme un tueur silencieux. Il y a 100 ans, la science l'a maîtrisé. Et depuis 20 ans, il sauve des vies à ceux qui n'ont plus d'autre chance. Il est étonnant qu'une seule substance puisse être à la fois l'arme des Borgia et le sauveur des malades atteints de leucémie. Les murs de la chambre de Napoléon et l'équipement d'une clinique d'oncologie moderne. Le bonbon qui a tué des enfants à Bradford et la perfusion qui prolonge aujourd'hui la vie d'un patient. Parfois, j'ai l'impression que la chimie n'est pas une science. C'est un drame, simplement joué par des atomes. Alors la prochaine fois que tu verras de la peinture verte sur un vieux tableau dans un musée, sur l'étiquette d'une bouteille ancienne ou sur un jouet d'enfant du début du XXe siècle, ne le touche pas, juste par précaution. Et si tu veux que je décortique le prochain élément sombre du tableau de Mendeleïev, écris dans les commentaires lequel tu préfères. J'ai déjà plusieurs candidats pour la même étagère que l'arsenic. Le plomb qui a empoisonné l'Empire romain pendant 1000 ans. Le thallium, qu'on appelait le poison des empoisonneurs du XXe siècle. Le polonium, dont l'histoire commença dans le laboratoire de Curie et se termina dans un hôtel londonien. Vote dans les commentaires pour le prochain héros. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche. Sans elle, YouTube ne te montrera pas mes nouvelles vidéos, quoi qu'il en soit. Et, avant que je l'oublie, si tu as regardé jusqu'à la fin, mets un like. Sérieusement, ça aide vraiment la chaîne. Surtout une chaîne comme la mienne, où on parle de chimie non pas comme dans un manuel scolaire, mais comme d'un roman policier vieux de 2000 ans. Merci d'être resté avec moi. À la prochaine.